Bien, écoutez, pour être honnête avec vous, je n'ai pas préparé de conférence et n'y voyez pas une indifférence quelconque, encore moins un mépris. Il faut y voir surtout, permettez-moi l'expression, une inconfortabilité. Nous avons assez perdu de temps. Quand j'entends M. Marzougui, je ne sais pas si je dois l'appeler Marzougui parce que les Marazig m'ont dit il y a 2 années qu'on ne veut plus qu'on lui donne ce nom-là. On peut tout dire sur la Tunisie aujourd'hui. Tout. Chacun de son côté, on peut tout dire. Il y a qui veulent boycotter, il y a qui veulent traiter le régime de je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas ne pas dire que ça marche en Tunisie. Ça marche. Écoutez. Non, mais écoutez. Comment? Je peux vous le dire si vous voulez, mais avec un taux de croissance annuel de 5%, avec des transferts sociaux qui sont importants de 61% du budget de l'État, avec une liste électorale qui a augmenté de 1 400 000 nouveaux inscrits, avec 500 000 nouveaux jeunes inscrits sur la liste électorale, je peux vous assurer que ça marche. Et ça va marcher. S'il vous plaît, seulement. S'il vous plaît. Je comprends votre enthousiasme, je le comprends, mais vous ne connaissez pas la Tunisie. Je suis proche de la nature, proche des animaux, proche de la culture, proche de la philosophie, proche de la sagesse. Je ne suis pas proche du régime. Cette échéance électorale, pour nous, c'est une échéance importante. Le peuple tunisien, contrairement à ce qu'a dit Sil Marzougui, qui apparemment il est un peu déconnecté par rapport à la société tunisienne, viendra, et vous allez voir, nombreux, pour élire le président de la République, le membre de la Chambre des députés, et de toutes les façons, les dés sont jetés et ces élections sont libres et les observateurs de tous les pays du monde seront sur place et rendez-vous est pris pour le 25 et pour après le 25. Et j'espère, en tout cas, pour finir, je n'ai pas besoin de vos applaudissements, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est Mohamed Najib Chebbi, vis-à-vis duquel j'ai beaucoup d'estime, est un chef de parti. Moi, je ne suis que chef de famille. Et encore, une famille toute petite. Et à part ça, sur les acquis de l'art Ben Ali, s'il vous plaît. Je veux dire, par rapport aux acquis, alors je ne me défile pas, non. Proche du régime, ça n'a pas de sens en termes de sciences politiques, parce qu'il y a, me semble-t-il, des étudiants de Sciences Po ici. Ça n'a aucun sens. Ce que je conteste et ce que je regrette, c'est que cette misère humaine qui existe soit exploitée à des fins politiciennes. C'est ça qui me fait mal au cœur. Enfin, je vous arrête. Vous savez que Excusez-moi, monsieur Khalfala. Oui. Je vous arrête. Le régime aussi joue beaucoup sur les chiffres pour expliquer qu'il fait beaucoup de choses pour les Tunisiens. C'est la règle du jeu. Absolument. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de souligner ce qui ne va pas dans un pays. C'est le rôle de l'homme politique. C'est normal. Par rapport aux acquis, régime, pardon, parce que ça aussi c'est un mot qui me dérange. Moi, je préfère parler d'État plutôt que de régime. Si ce régime Vous êtes a venu pour été parler des acquis de l'ère Ben Ali. en Est-ce que vous allez en mesure. parler ou non? Parce qu'il vous reste exactement 3 minutes. Vous pouvez huer, vous pouvez applaudir M. Marzougui comme tout à l'heure, mais il ne faut pas vous traîner derrière ce discours. Ces discours, enfin, moi j'ai quelques années dans le compteur et je sais ce que c'est. Moi, à 20 ans, je manifestais contre Pinochet. J'étais pour Salvador Allende, ici à Paris, au quartier latin. Et maintenant, j'ai compris un peu que la Tunisie, son salut, la Tunisie, son salut, elle est aux mains
du RCD. Alors, Monsieur Haddad, la question la de Haïda chambre, était la, absolument chambre précise. la deuxième chambre, je pense que c'est un acquis indéniable. En quoi? Je vais vous dire. En quoi? Dans son existence même. Le fait qu'il existe, c'est un acquis. Et pourquoi? Ah, je vais vous dire pourquoi. Au même titre que le Sénat ou le Conseil constitutionnel français a été créé par la France, par De Gaulle, au même titre. C'est-à-dire le fait qu'il existe, théoriquement, c'est un grand acquis. Vous savez, Excusez-moi de lorsque... Excusez-moi, non, je suis obligé de vous corriger d'emblée. Le Conseil constitutionnel a été créé par De Gaulle pour limiter le rôle du Parlement. Ça n'a pas été une grande avancée pour la démocratie. Je me suis fait mal comprendre. Je voulais exactement dire cela. C'est un acquis parce que cette instance a le temps de croître, a le temps de s'alimenter, a le temps de devenir consistante, a le temps de jouer le rôle auquel l'appelle sa vocation. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas ce rôle aujourd'hui? En d'autres, elle a un rôle aujourd'hui. Elle a un rôle. Elle existe. Je préfère qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. Mais si Voilà, elle, tout simplement. Mais quel est son rôle si elle ne sert à rien? Elle sert à beaucoup. Et par exemple? Par exemple, elle sert à ce à quoi sa sœur jumelle en France servait. Les réformes dont vous nous avez parlé là maintenant, donc le fait d'agrandir le champ de participation électorale en diminuant l'âge de participation à 18 ans, puis en incluant la population de Tunisiens à l'étranger, est-ce que c'est vraiment le véritable enjeu des élections et de la campagne électorale d'aujourd'hui, de cette année? Je vais résumer ça par une question extrêmement simple. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les scores supérieurs à 95% sont crédibles? La question, elle se pose. Des scores supérieurs à 95 ou à 99%. Elle se pose la question. Est-ce qu'on peut essayer d'y réfléchir calmement? Est-ce qu'il y a une hypothèse, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une explication à des scores comme cela? Il doit y avoir une explication rationnelle. Est-ce que c'est au niveau des citoyens qui ne voient pas d'alternative ailleurs et qui votent à plus de 99% pour Ben Ali? Est-ce que c'est au niveau des gouverneurs qui veulent faire du zèle ou à ceux qui sont dans le bureau de vote, qui sont chargés de vérifier les élections et qui font mal leur travail? Donc, ça doit coincer quelque part. Où est-ce que ça coince? Je ne peux pas répondre à une question pareille, je ne sais pas où ça coince. Mais ça coince. Puisque vous dites que ça coince. Alors demandez aux électeurs qui ont voté, ils vont vous dire pourquoi ils ont fait ce choix. Moi, j'ai 25 ans, j'habite à un quartier populaire qu'on appelle Columbia City d'ailleurs, où la drogue est plus facile à trouver que le pain, où la moitié de mon quartier est en Italie ou ici à Paris, où le taux de chômage est plus élevé qu'à Gaza. Mais le problème, c'est que les jeunes de mon quartier ne connaissent ni M. Chebbi, ni M. Ben Jaffer, ni M. Kileni, ils ne connaissent pas les leaders de l'opposition. Et là, vous ne pensez pas, M. Chebbi, que c'est l'absence de programme, c'est l'absence de ce programme qui crée cette rupture avec la population. Vous proposez quoi pour le taux d'inflation, pour le chômage des diplômés chômeurs, pour la corruption, pour tout ça? Voilà. Merci. Oui. La question était que fait l'opposition? Et la réponse était regardez ce que le régime nous fait. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, et je pense que les étudiants de Sciences Po et les citoyens tunisiens, ce qu'ils auraient aimé savoir, c'est vraiment le travail que fait l'opposition sur le terrain, ce qu'elle fait pour l'individu, ce qu'elle fait pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes qui vivent dans la précarité. Et l'impression que j'ai, c'est que l'opposition, elle a deux interlocuteurs, si vous voulez. Elle a Ben Ali, sur lequel elle tape toute la journée, et ses clans, enfin, puisqu'il y a des clans, et son deuxième interlocuteur, c'est elle-même. Donc, moi, ma question, c'est où est le citoyen là-dedans? Un petit constat plus une petite question. Donc, vous dressez un tableau plus ou moins gris. On vous pose une question sur ce que fait l'opposition. Vous parlez de tracasserie. Que répondez-vous à beaucoup qui pensent que vous vous présentez uniquement pour avoir les 130 000 dinars de subvention?
Est-ce que l'opposition, tout à l'heure, M. Moussa Marzouk était assis à l'aile gauche, ce n'est pas un jugement politique, hein. M. Chebbi au centre et M. Moussa Benjafar à droite. Je sais que ces opposants-là ne se voient pas, ils ne discutent pas, ils ne se concertent pas. Est-ce que le 26 octobre au matin, à 8 h, après l'annonce d'élection, vous seriez capable de vous mettre à table pour préparer une échéance future, peut-être avril 2010, les municipales, ou, comme l'a dit Sana Ben Achour, le vrai enjeu en 2014. Et je pense que nos partis politiques, bien qu'ils mènent un combat de l'opposition, je parle, un combat pour les libertés, je veux dire qu'il y a aussi d'autres champs de bataille qu'il faut mener. Il ne faut pas se limiter sur la liberté, la démocratie. Il s'agit de la pauvreté, il s'agit des gens qui meurent tous les jours, il s'agit du chômage, il s'agit les jeunes qui consomment de la drogue douce. Maintenant, si on ne sait pas, Zatla, je veux dire, le taux des jeunes qui sont en prison aujourd'hui. Je m'attendais en fait, comme tout jeune citoyen tunisien, à entendre au moins d'un opposant aujourd'hui parler de budget, parler de gestion, parler de ressources allouées à tel ou tel secteur. Je trouve que vous avez gâché une occasion de nous parler de vos idées, de vos projets, de vos programmes. Vous avez plus consacré votre temps à parler de la logistique, à parler de ce que vous fait le pouvoir. Moi, je ne fais partie d'aucun parti politique tunisien et je m'attendais aujourd'hui à avoir des idées diversifiées, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, pour pouvoir faire un choix.